Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire formidable puisque nous allons parler de la radicalisation, nous allons parler aussi du malaise des banlieues, de la grève évidemment du 5 décembre, des violences faites aux femmes et peut-être aussi du Black Friday pour ou contre le Black Friday. C'est le débat qui divise la France actuellement et pour en parler, je suis ravi d'accueillir Rost. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, tout le monde connaît le rappeur, mais vous êtes aussi le fondateur de Banlieue Active, vous êtes aussi réalisateur, et on va parler d'un court-métrage que vous avez réalisé sur la radicalisation, et puis vous êtes aussi membre du Conseil économique et social, je dois le préciser. Voilà, j'ai tout dit. Et environnemental. Et environnemental, oui, c'est vrai que maintenant on dit et environnemental, c'est vrai. Ça doit être Greta compatible. Alors, ne commencez pas à interrompre, c'est Christophe Maury, vous venez d'entendre la voix. Christophe Maury qui est écrivain, il y a combien, une vingtaine de livres au moins, non? Je suis dans mon 20e. Dans le 20e, ouais. Dont notamment une biographie de Molière qui était un best-seller. Mais qui se vend toujours. Et vous êtes le seul parmi nous, je pense, enfin je ne mésestime personne, qui a lu tout Zola. Ben, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance parce que j'ai été accidenté, j'ai passé 18 mois à l'hôpital, 550 nuits, donc il faut trouver... Donc si vous voulez lire Zola, vous savez ce qu'on fait. Idéal. Pour lire Zola, il faut être à l'hôpital. Donc c'est parfait. Florence Mercadet-Choquet, bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Oui, toujours. Donc toujours, hein, voilà, il n'y a pas raison de changer. Bon alors si je veux dire, j'ai une moto, comment vous avez fait Ah. Pour arriver à l'hôpital? On en parlera hors antenne. Mais soyez prudents. Ouais. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Éditeur des éditions Lajoigny. Toujours. Avec un livre d'ailleurs des Oui, éditions que j'ai Lajoigny. rapporté parce que c'est sur la banlieue. Ah ben oui. Ah, c'était d'actualité quand même. C'était d'actualité. Et ça vient de sortir, donc Alors, intéressant. si on voit le t-shirt de Rost, par exemple, il y a marqué « Tu iras au paradis ». Et « Tu iras au paradis », c'est le titre de ce court-métrage qu'on peut voir actuellement. Vous faites d'ailleurs la tournée un peu en France. C'est un court-métrage que vous avez réalisé avec Thomas Kemurian, ouais, c'est voilà, ça. qui est avec Smaïn et Rio Vega. Je vous propose, on va regarder peut-être la bande-annonce et puis on en parle tout de suite après. Mais c'est Rémi! Attends, peut-être que je te dérange là. T'es tout seul? Allez, viens, je t'accompagne. Alors, l'histoire, on peut la raconter, c'est l'histoire d'un jeune radicalisé qui a une ceinture d'explosifs, hein, qui est prêt à commettre un attentat et qui tombe sur le personnage joué par Smaïn, qui va l'entraîner chez lui, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc il y a un suspense, évidemment. Absolument. Et puis il y a ce décompte de 20 minutes oui. qui est lancé par le reste du commando. Et ce jeune va rencontrer Smaïn, qui va peut-être faire changer ses plans. Mm-hmm. Et pour nous, c'était important parce que les rencontres font parfois basculer une vie, d'un côté comme de l'autre. Exactement. Donc, on va suivre l'itinéraire de ce gosse. Et à travers cette rencontre avec Smaïn, on va comprendre aussi certaines choses, la question des familles monoparentales, qui aujourd'hui reste pour moi, s'il y avait un investissement à faire fondamental aujourd'hui, le premier... C'est une des causes. Mais je pense que... Alors, c'est évidemment, la question du terrorisme est beaucoup plus complexe que ça. Nous, on n'a pas la prétention, à travers ce film, de non, là, faire c'est sur la radicalisation, qui est la première marche. C'est le parcours d'un gamin qu'on sent d'ailleurs, dont on voit sa fragilité dans le film. Et puis, au fur et à mesure, on essaye de comprendre comment il en est. D'ailleurs, une des premières questions qui arrive, c'est que fait le jeune à la fin? Parce que le film se termine... La fin surprend les gens en général, et il leur faut 2-3 minutes pour sortir du film. C'est un long métrage non, c'est un court métrage, c'est un 12 minutes. 12 minutes, voilà. Okay. Mais c'est une opération coup de poing qu'on a voulu faire pour ouvrir le débat ensuite. Mais pourquoi Pardon ? On va le voir où, ce film ? Alors, nous, on est en tournée là depuis le mois de mars. Je fais une tournée à travers la France. Là, on va partir dans les Outre-mer. On a le Canada aussi, des demandes sur le Canada, et la Belgique qu'on va attaquer aussi derrière. Donc, on essaye de projeter le film et d'ouvrir le débat avec les jeunes
un peu partout. Alors, on va parler de... Pardon. Parce que vous avez parlé de famille monoparentale, en disant qu'il y avait un investissement à faire. Vous pouvez développer? Oui, parce que moi, je pense que c'est un enjeu important. Je vais vous laisser ma place. Non, mais il a commencé par dire il y a un investissement. Non, mais c'est vrai. Non, alors, on peut en parler de ça, mais c'est vrai que le fait qu'en effet, il n'y ait pas de famille, il n'y ait pas d'éducation, qu'il y ait de la solitude chez ces enfants, c'est une partie importante de l'explication de ces dérives parfois. Bien sûr. Vous savez, quand vous avez des ados et vous vivez dans certains quartiers qui sont propices malheureusement au côté obscur des choses, vous avez des familles où la femme travaille et s'occupe des enfants, et c'est très compliqué quand vous avez des ados, et surtout quand vous avez plusieurs enfants à gérer, c'est pas évident. Donc c'est le moment où on a le plus de possibilités de basculer, et quand vous tombez sur des gens qui vous emmènent dans ces délires-là, vous avez beaucoup de mal à gérer. Et je pense que la question, que ce soit sur les questions de délinquance, que ce soit sur les questions de la réussite même d'ailleurs scolaire, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le pouvoir public prenne vraiment la mesure de ces questions de famille monoparentale. Et c'est souvent l'absence du père, hein? Absolument, bien sûr. Oui, justement, de la figure tutélaire du père n'est plus là, donc souvent c'est un gros problème. Famille monoparentale, c'est 7 millions de Français, je crois. Oui, c'est ça. Oui, alors 7 millions de Français. Avec donc c'est considérable. Oui, c'est considérable, avec peut-être encore une proportion plus forte dans certains quartiers, évidemment. On connaît le nombre de radicalisés ou pas? Alors, j'ai pas les chiffres exacts des radicalisés, mais en tout cas, il y a toute une mouvance, un moment où avec beaucoup de jeunes qui sont partis en Syrie, dont certains d'ailleurs sont revenus. Nous, on a fait pendant 2 ans, j'ai travaillé avec une autre association avec laquelle on intervenait dans les prisons, et donc il y avait déjà des retours de Syrie, et évidemment. Je vais vous dire, la déradicalisation, entre guillemets, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, ils ont fini par comprendre, les pouvoirs publics là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on est parti sur il vaut mieux arrêter le processus du début que vous dites, après, on ne revient pas en arrière. Voilà, sur la question de la prévention, elle est fondamentale. Et on a rencontré une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Muriel Domenac, qui était à la tête du CIPDR, qui est la cellule du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça, et qui malheureusement est partie aujourd'hui, mais qui avait compris que l'investissement, il doit être vraiment sur la question de la prévention. Donc ce que vous dites, parce que c'est important, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des retours d'un certain nombre de djihadistes français, et vous dites là c'est trop tard. En gros, c'est compliqué. Écoutez, moi, ceux que j'ai rencontrés en tout cas, il y a une grande partie que j'ai rencontrés en prison. Sincèrement, je pense que le jour où certains sortent, on est mort. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors? On les laisse à l'intérieur et... C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Non, mais voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est pas bien de déradicaliser, mais au moins on essaye. Alors que, mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais évidemment qu'il faut essayer. Mais sauf que aujourd'hui, le processus, vous savez, quand vous avez des gens qui ont été sur ces territoires, qui ont commis des atrocités. Certains ont découpé des têtes. D'ailleurs, on a vu les images, la violence des images à un moment. Donc, on ne ressort pas indemne de cette violence-là, évidemment. Exactement. Il faut peut-être mettre le paquet aussi sur les enfants qui rentrent. Il y a aussi les enfants qui rentrent. Les enfants qui rentrent de Syrie, faut mettre le paquet parce qu'ils ont vu des choses atroces. C'est clair. Ils ont eu des armes entre les mains et là, il y a du travail. Et là, je pense que les dispositifs d'ailleurs du gouvernement sur ces questions-là, il va falloir peut-être les gérer autrement parce que ces gosses, il faut les accompagner, il faut qu'ils soient dans des structures qui soient adaptées et qu'on les accompagne et qu'il y ait une rupture déjà avec la famille. Sinon, je pense qu'on a une bombe à retardement sur ces questions. Et là, il y a pas mal d'enfants qui sont placés dans des familles d'accueil. Absolument. Je trouve que ces familles d'accueil sont... Oui, mais enfin quand même, les familles d'accueil sont quand même assez admirables parce que ça doit être très compliqué. Donc il faut peut-être accompagner aussi ces familles d'accueil pour qu'elles aient les épaules aussi pour les soutenir et les sortir de là. Il faut bien choisir la famille surtout. Mais pour en revenir, parce que c'est ça, la prévention au fond, puisque c'est ça le but du film. Qu'est-ce qu'on sait du processus de radicalisation justement? Comment ça se passe? Parce qu'on dit souvent, et c'est peut-être pas idiot l'explication, c'est-à-dire qu'on a
on est dans une société où il y a tellement plus d'idéal, tellement plus de choses pour se battre que parfois on trouve. Alors c'est pas la bonne raison pour se battre, mais peut-être que ça leur donne un idéal qu'ils n'ont pas ailleurs, quoi, qui est celui de la consommation, du Black Friday, etc. Vous savez, moi je pense qu'on se connaît assez pour que vous sachiez le parcours que j'ai et les combats qu'on a menés sur ces questions-là. Justement, on a toujours été sur la ligne où, à partir du moment où vous avez des gamins qui n'ont aucune perspective, qui n'ont pas d'horizon. C'est ça. Il y a une expression que j'utilisais souvent, c'est que moi-même, d'ailleurs, j'ai vécu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que pour nous, l'avenir se limitait à la minute d'après. C'est ça, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure, tout de suite. Exactement. Ouais. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, quand vous avez le sentiment que vous n'avez plus rien à perdre, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a le sentiment qu'il n'a plus rien à perdre. Et quand vous avez, là où la République est absente, les obscurantistes prolifèrent. Et eux arrivent et leur font des promesses. On leur dit, vous allez aller combattre, on vous valorise à travers ça. Et l'être humain a besoin d'exister. Exactement. Ouais. Et donc ces gamins-là, souvent, se laissent embrigader de cette manière-là et se retrouvent là-bas. Alors, la réalité là-bas, elle est beaucoup plus complexe parce que quand on en parle avec certains, c'est un traumatisme pour certains. C'est terrible, hein, mais quand ils arrivent là-bas, oui, c'est un peu déçu. C'est-à-dire qu'on leur vend des promesses et un monde qui n'est pas celui-là quand ils arrivent sur place. C'est un monde après de violence terrible. Enfin, c'est ça. D'où le titre, d'ailleurs, ce qu'on leur promet, c'est ça, c'est qu'ils iront au paradis. Voilà. Alors, vous êtes plutôt de tendance, un écrivain de tendance chrétienne. C'est vrai que ce manque d'idéal, ce manque de choses à quoi croire, c'est un des dérives de notre société, non? Nous entrons dans la période de l'Avent. Voilà. Nous marchons vers Noël. Dans le prêche de Maître voilà. du Père Maury. Nous rentrons dans l'Avent, nous marchons vers Noël et la lumière. On nous met un Black Friday. Oui, mais ça on va en parler tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les idéaux, la comment grande... on explique qu'il n'y a plus d'idéal pour lequel se battre? Mais parce que tout est laminé. Mais parce que tout est laminé. Mais parce que tout est laminé. Parce que tout est laminé d'une part, et d'autre part, nous avons un phénomène, une accélération du temps qui fait que l'actualité a son effet d'essuie-glace et qu'on ne peut plus s'arrêter en disant prenons un moment de silence, prenons un moment de grandeur, regardons la beauté. Aujourd'hui, vous voyez les touristes qui rentrent dans une cathédrale et ils passent leur temps avec leur smartphone pour être sûr d'avoir le selfie ou pour être sûr d'avoir les détails, mais ils ne regardent pas, ils ne contemplent pas. Aujourd'hui, il faut redonner l'envie, le goût de contempler, de partager, de regarder, d'écouter, de se taire. Je trouve ça un peu curieux quand même de dire qu'il n'y a plus d'idéal. Enfin, là, on parle, il y a 13 soldats français qui viennent de mourir et qui étaient engagés. Et quand on est dans l'armée, c'est bien qu'on a un idéal, l'idéal de servir sa patrie, de servir la République, etc. Non, mais donc ne globalisons pas en disant il n'y a plus d'idéal. Surtout au jour où il y a 13 types qui sont morts pour justement défendre cet idéal qui est le plus beau. Donc, voilà. Comment vous créez un idéal pour des gens qui vivent dans des situations où où il n'y a aucune perspective. D'accord, on est d'accord, mais tout le monde, heureusement, il y a hélas beaucoup trop de monde et beaucoup trop de gens qui n'ont pas de perspective, qui vivent dans des quartiers pourris et qui n'ont soi-disant pas aucun avenir. Heureusement, tout le monde ne devient pas djihadiste. Heureusement. Arrêtons de caricaturer. Vous avez tout à fait raison, c'est un véritable problème, mais tout le monde ne voit pas la lumière en Syrie. Quoi. Non, mais le problème, je crois surtout, c'est que chacun a son propre idéal, donc on est sur des idéaux individuels, et il n'y a pas d'idéal collectif. Donc en fait, comme on est dans son idéal individuel, on ne va pas s'occuper, on ferme les yeux, on se tait et on se bouche les oreilles par rapport à toutes ces problématiques de banlieue, et puis on est dans son idéal à soi. Et chacun quand même, franchement, alors qu'il y a des mouvements associatifs formidables en France, qui se passe beaucoup de choses. Alors il faut dire ça, il y a aussi beaucoup de gens qui se battent, même je pense que vous faites partie d'une association, non de ce genre-là. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, alors de réseaux associatifs qui se battent pour ça. Bien sûr. Oui, mais idéaux, ça, justement. On n'en parle pas beaucoup aussi. Ouais. Et ce serait bien de parler justement de ce qui fonctionne. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. En fait, justement, vous disiez un tour de France avec ce court-métrage. Vous rencontrez donc beaucoup de gens. Il y a les gens que vous avez rencontrés du ministère de l'Intérieur dont vous parlez.
On sait comment lutter justement contre la radicalisation. Là, vous dites, il faut lutter contre les familles monoparentales, mais ça, c'est pas à court terme. Là, c'est un vrai problème de fond. Mais est-ce qu'à court terme, on sait comment faire? Oui, parce que les services font leur boulot. À la différence du terrorisme à l'époque, qui était organisé en réseau, avec des réseaux qui étaient à l'étranger, qui pilotaient les choses, aujourd'hui c'est différent. Ce qui fait le plus peur, c'est le terrorisme de mimétisme. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un couteau et aller planter des gens dans la rue. C'est exactement ça. On voit il y a eu le Bataclan qui était autre chose, qui était quelque chose de très organisé, mais depuis... C'est en effet des individus qui se réclament après. C'est ça. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour les services. Et là, c'est très compliqué de prévenir ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, à moins de mettre un policier derrière tous les citoyens, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Donc et c'est pour ça d'ailleurs que certains ont enfin compris que le tout répressif n'est pas la solution. À un moment, on nous a dit tolérance zéro, il faut être dans la répression. Est-ce qu'on a fait baisser la délinquance? Non. Est-ce qu'on a fait baisser la criminalité? Pas du tout, bien au contraire. Donc, il y a un moment où il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire il faut de la répression à un moment quand certains dépassent la ligne rouge, mais la prévention, elle est fondamentale. Et de se dire qu'on a peut-être loupé une génération, ou peut-être même deux, et qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens sur les nouvelles générations pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pas de répression, pardon, sûrement, mais... Je n'ai pas dit pas de répression, non, mais il faut... Ne pas accentuer que sur la répression. Il faudrait aussi fixer de véritables limites. Quand on voit que, par exemple, on supporte l'idée que quelqu'un arrête de serrer la main d'une femme, que ce soit à la RATP, à la préfecture de police ou n'importe quoi, on accepte ça, on dit « Ah oui, bah, c'est pas... » On accepte ça. À la RATP, c'est toujours accepté. Mais c'est pas accepté, parce que là, c'est de la discrimination. Ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là. Là, c'est un problème de discrimination, et la personne peut parfaitement... l'employeur peut licencier une personne qui systématiquement refuse. En attendant, ils ne le sont pas. Ils sont toujours à la RATP, à la préfecture de police. Sur le sujet, le sujet des entreprises par rapport à la radicalisation, qui pose en effet des problèmes, que c'est pas facile à résoudre. Il y a de nombreuses entreprises qui, au contraire, essayent d'accompagner plutôt que de dire tu ne serres pas la main, donc t'es licencié. Mais qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement à faire ? Comme accompagnement, c'est essayer de parler. C'est essayer de parler, d'écouter, de comprendre, de leur montrer que le Coran n'a jamais dit qu'il ne faut pas serrer la main. Et de dire, mais il faut trouver autre chose. Si vous ne voulez pas serrer la main, vous pouvez rester courtois, dire bonjour. Mais c'est tout le problème si on accepte cette idée-là, si on commence à comprendre, vous ne voulez pas serrer la main, vous avez qu'à lui faire un petit signe comme ça. On est perdu. Non, mais c'est perdu. C'est perdu. Non, c'est l'absence de limite qu'on a perdu. Il faut accompagner les gens, et puis peut-être qu'un jour, ils resserreront la main. Peut-être qu'un jour, oui, dans 2 siècles, leur carrière petits enfants. Non, mais là, vous êtes dans le tout répressif. Là, mais je ne suis pas dans le tout répressif, je suis dans la non-acceptation d'un truc scandaleux. Et vous qui défendez les femmes et les violences faites aux femmes, etc., c'est une violence faite aux femmes. Quelqu'un qui refuse de parler, personne ne dit le contraire. Moi, je le dis, fixons les limites, arrêtez de comprendre. Oui, mais si on est systématiquement quand même dans le répressif, parce que licencier quelqu'un pour faute grave, c'est du répressif aussi, c'est le renvoyer, et ça n'arrange pas les choses. Donnons-lui une promotion, comme ça, voilà, oui, à la RATP, on lui dit, on va comprendre, on dit, ne conduisez plus le bus, allez dans un bureau. Faites gaffe le 5 décembre. Non, mais on est chez les fous, là. Non, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a du préventif à faire, mais il y a du décloisonnement des banlieues aussi. La grande erreur, c'est qu'il n'y a plus de mixité. Alors qu'il y en avait une certaine mixité à une époque. Oui, il y a des quartiers. Il y a des quartiers où on ne rentre plus et où il y a plus de mixité. Donc je pense qu'il faut aussi. Il y a tout un travail. Bon, c'est un problème d'urbanisme et d'organisation de la cité. Ça, on peut remonter aux années 60. Mais là, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de désenclavement des banlieues et d'essayer de faire en sorte que bah oui, je sais que ça arrange tout le monde que ça se passe comme ça. Exactement. Donc voilà, tant qu'ils sont entre eux, tant qu'ils font leur truc entre eux, tant qu'ils s'entretuent entre eux, il n'y a aucun problème. C'est quand ça sort de là. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui les pouvoirs publics commencent peut-être à comprendre que, avec d'ailleurs ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça fait combien d'années qu'on leur dit qu'il y a une France qui souffre en silence et qu'on n'entend pas. Il y a eu 2005 sur les banlieues. C'est exactement la même chose que les Gilets jaunes. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, au début, quand ils manifestaient, on a dit que ça allait se passer. Et puis finalement, quand ils ont commencé à monter à Paris,
et à tout casser, là, les pouvoirs publics se sont réveillés. Malheureusement, il faut à chaque fois qu'il y ait des drames comme ça pour qu'on se réveille un jour pour dire il y a des gens qui souffrent, on a parqué les gens des mêmes conditions sociales, dans les mêmes blocs, il ne faut pas s'étonner, on nous parle après de communautarisme, ça me fait rire. Parce que vous avez le ghetto. Le problème, c'est comment attirer des gens pour aller vivre dans ces lieux-là. C'est un travail de longue haleine, là, maintenant, parce qu'on a laissé la situation se pourrir. Vous pouvez ne pas tout mélanger, parce que franchement, entre les gilets jaunes et les gens qui viennent du fin fond de la banlieue, je ne pense pas qu'il y ait le moindre point commun, et j'ai jamais vu un gilet jaune s'intéresser au sort des populations dont vous parlez. On n'est pas du tout dans les mêmes problématiques, donc voilà, on va disjoncter des carottes et des choux-fleurs. Il est quand même assez absent des gilets jaunes. Bien sûr. Heureusement. Heureusement. Heureusement la République. pour la France. Hein. Oui, parce que si les deux s'étaient conjugués, je pense que aujourd'hui, ça aurait été bien plus chaud que ça. Parce que quand les malaises convergent à un moment donné, c'est explosif. Plus qu'explosif même là. Alors il n'y a pas de mauvaise graine, il n'y a que des mauvais cultivateurs, c'est exactement Victor Hugo. C'est pas Zola. Et c'est la phrase des Misérables. Et les Misérables, c'est le titre de ce film qu'on peut voir actuellement, qui est assez proche au fond de votre court-métrage. Enfin, c'est aussi une certaine situation dans les banlieues. Je propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film qui a un gros succès, qui représentera peut-être la France aux Oscars d'ailleurs. Absolument. Contrôle de police. Vous faites quoi là ? On attend le bus. Vous attendez le bus là ? Ça sent le shit ça ? C'est bon, c'est bon. Ça va, je gère. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là ? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire ? Quand t'as volé un lion ? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là ! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain ! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là ? Il y a un gamin inconscient là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. Voilà, le film de Lady Les Misérables. C'est un film assez intéressant. Vous parliez de 2005, il est tiré de là. C'est-à-dire qu'on voit comment un petit événement peut mettre très vite le feu aux poudres, comment l'étincelle jaillit, et parce qu'il y a une violence terrible dans ces relations. Et Les Misérables, c'est très bien fait, parce que c'est l'histoire d'une patrouille de flics qui est en patrouille dans cette banlieue. Et on voit que Les Misérables, c'est à la fois les gens qui vivent là, mais c'est aussi des flics. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux misères qui se rencontrent. Oui, malheureusement, c'est souvent ça. Aujourd'hui, on a deux blocs, comme deux bandes qui s'affrontent, en fait. Des policiers qui, eux, se sentent abandonnés. D'ailleurs, pour beaucoup qui sortent d'école, qu'on emmène dans les quartiers les plus difficiles. Or, là, il y a les deux. Dans le film, il y en a un qui est né dans le coin, il y en a un qui vient du Havre, je crois. Enfin, justement, oui, mais alors, parce que le film, il est arrangé de cette manière-là. Oui. Mais la réalité du terrain, c'est que vous avez beaucoup de jeunes flics qui sont débarqués là-bas et qui sont complètement perdus et qui ne savent pas comment faire et qui pensent que par la violence, ils vont réussir à mettre, entre guillemets, comme on dit, à l'amende les jeunes de ces quartiers-là. Et donc, il y a un moment, cette rivalité entre les deux, et c'est comme les profs, c'est pareil. Au lieu de mettre les gens expérimentés dans ces endroits-là, eh ben non, on amène des jeunes. Parce que les agrégés, ils n'ont pas très envie d'aller peut-être au lycée. Le gouvernement propose des primes pour des profs plus anciens pour venir dans ces banlieues sensibles. Depuis peu, oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si ça marche d'ailleurs. C'est les annonces qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, donc la mise en œuvre, elle n'est pas encore effective. À voir par la suite. Cela dit, c'est un échec quand même de la politique de la ville depuis... Alors, c'est pas récent, hein, c'est depuis 30 ans quand même, non ? Comme dirait le président, on a mis un pognon de dingue et ça ne sert pas à grand-chose. Mais non, alors ça me met hors de moi, parce que on parle d'argent. Oui, il y a de l'argent qui a été mis dans ces quartiers. Voilà.
Mais le fléchage... Vous êtes d'accord que ça n'a pas été extrêmement efficace? Non, mais c'est un problème. Voilà. Quel est le fléchage de ces crédits? À qui on donne cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? On a voulu faire du bâti, d'accord. On a rénové les bâtiments. Mais on a oublié qu'il y avait des gens qui vivaient dans ces bâtiments-là dont on ne s'est jamais occupé. Tout le monde est d'accord pour faire le même constat. On dit simplement il y a la politique de la ville, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé mal. Dans l'ANRU. Mais on est tous d'accord. Ça a été mal dépensé. Voilà, donc c'est juste ça. Comme pour les hôpitaux, on met un pognon de dingue, mais ça ne répond pas à ce qu'ils demandent. Donc le président a parlé sagement. Oui, mais enfin, c'est quand même un échec terrible. Le pognon, faut savoir. Et justement, ce que vous disiez, moi je trouve que la comparaison avec les Gilets jaunes n'est pas si mauvaise que ça, parce que, non, on a l'impression qu'il faut que, au fond, la société qui est plus tranquille que celle-là ait peur pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe dans ces banlieues. Vous appelez ça d'ailleurs, vous avez fait un très beau livre qui s'appelait Enfants des lieux bannis. Absolument. Les lieux bannis, c'est la banlieue. Hein. Exactement, c'est ça. C'était les lieux mis au banc à l'époque. Exactement. Donc, mais je pense que les politiques, à un moment, quand ils sont au pouvoir, ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils sont incapables de comprendre ce qui se passe. Combien de fois, combien de gens, à un moment, issus de ces environnements, ont voulu prendre en main leur destin et qui ont été voir les politiques, qui ont essayé de leur proposer des choses. Ils ont toujours considéré, et c'est ça, moi, aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je commence d'ailleurs à lever un peu le pied aussi, après avoir sacrifié ma carrière artistique pour ces engagements-là, c'est qu'à un moment, on se rend compte qu'on nous prend toujours, entre guillemets, pour des jeunes qui viennent de la banlieue, donc qui n'ont rien à apporter en tant que tels. On appelle des pseudo-experts, des sociologues qui vont dans ces quartiers, qui observent comme dans un zoo et qui font des rapports, et parce qu'ils y ont passé une semaine. Mais nous, c'est notre vie. C'est notre vie. On est capable aujourd'hui d'apporter des solutions concrètes. Alors, on a en ce moment un ministre qui est Julien de Normandie, ministre de la Ville, qui est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui dit volontiers qu'il ne connaît pas vraiment ces sujets-là, mais qui est vraiment à l'écoute et qui consulte beaucoup les gens qui vivent dans ces quartiers ou qui y travaillent. Et maintenant, est-ce qu'on va lui donner les moyens de faire les choses? Ça, c'est autre chose. Et j'ai vu avec le plan Borloo, la manière dont on nous a humiliés avec ce plan. C'est-à-dire que, voilà, c'est resté lettre morte, le plan Borloo. Mais nous, on était scandalisés. Moi, j'ai fait partie de la commission. Et Borloo était parti sur l'idée qu'il fallait vraiment faire un vrai nettoyage et mettre en place une vraie politique. Qu'est-ce que c'était la solution? Mais il y a énormément de... Mais vous savez, il n'y a pas une seule solution. Borloo, par exemple. Oui, mais il n'y a pas une seule solution, Patrice. Les problèmes, ils sont divers. C'est une convergence d'éléments. Et justement, je parlais de fléchage tout à l'heure, c'est que sur quel pan des choses on met les moyens? On ne peut pas mettre juste 2 milliards ici en disant que voilà, il faut rénover les bâtiments. Il faut certes rénover les bâtiments, mais qu'est-ce qu'on crée comme perspective pour les gens qui habitent là, ces jeunes-là, qui n'ont d'image que le dealer qui est avec sa grosse voiture? Oui, c'est ça, c'est celui qui a réussi, c'est celui-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y avait énormément de choses qui étaient dans ce plan qui auraient pu vraiment servir à au moins réduire mais drastiquement ces problèmes dans ces quartiers-là. Et quand on était à l'Élysée et quand j'ai vu la première phrase du président de la République, déjà, moi j'ai dit je m'en vais d'ici, je quitte la salle parce que c'était juste une injure à notre intelligence et à tout le travail qu'on a fait. Surtout la première phrase? Mais il dit je vois deux mâles blancs, sur la même scène, l'un remettant un rapport à l'autre sur la banlieue. Pourquoi vous commandez dans ce cas-là le rapport? Pourquoi vous faites travailler les gens? Pourquoi on nous mobilise? On nous dit on avait 2 mois et demi pour rendre le rapport. Donc on nous a pressé pour le faire. Vous n'êtes pas un mâle blanc de 50 ans. C'était pas moi qui remettais le rapport, mais voilà. Vous avez la caution Black Friday. Ça y est. Voilà. Christophe, sur ce sujet? Rien. C'était pas votre truc. Non, c'est très compliqué. C'est un sujet extrêmement complexe. Il y a le problème de la drogue, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème de l'armement, il y a le problème de la disponibilité, il y a le problème de la culture.
culture, c'est extrêmement complexe. Alors, on peut arriver avec des tas d'idées. Moi, je peux arriver en disant, tiens, on va monter une troupe de théâtre parce que c'est valorisant pour tout le monde et on va faire ça dès le collège, etc. Ça me passionnerait. Mais il y a déjà des initiatives qui se font. Il y a plein d'initiatives. Mais comme le disait très bien Rost, il faut trouver cette convergence. Et il faut avoir cette énergie de la convergence avec des gens. Mais c'est très compliqué. Ça fait 30 ans qu'il y a une politique de la ville, ça fait 30 ans que ça marche pas. Voilà. Et les gens qui ont mené ces politiques de la ville, c'était des gens qui avaient de bonnes intentions. Mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est très compliqué. Ouais, mais ils ont fait des cache-misères. Absolument. Mais oui, c'est exactement ça. C'est ça, cache-misère. On a mis Après, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, tous ces gens, quand même, on est quand même dans une démocratie, il y a quand même des partis politiques qui sont un peu en déshérence. Enfin, on peut militer. Vous dites les hommes politiques sont totalement déconnectés de la réalité. Rien n'empêche personne de militer dans un parti politique, de faire entendre sa voix, de se faire élire, de monter des listes, etc. Non, mais arrêtons de toujours critiquer le personnel politique. On a le personnel politique qu'on mérite, on a le personnel politique pour lequel on a voté. Vous me faites rire. Tant mieux. Vous me faites sourire parce que combien de gens se sont impliqués, combien de gens ont été dans les partis politiques et pourquoi certains ont refusé d'y aller? Parce que ces gens-là, on s'en sert, à partir du moment où ils viennent de la banlieue, et c'est le problème que je vous disais tout à l'heure, on prend toujours, nous on doit faire 10 fois plus. Même quand on a l'expertise des sujets, on a l'impression qu'on n'est pas valable parce qu'on vient pas, on n'est pas énarque, on n'est pas les fils d'eux, et que voilà. Donc moi je vous en parle en connaissance de cause. Il y a ce plafond de verre qui est là, c'est pas non plus uniquement parce qu'on sort de banlieue qu'on a raison aussi. Mais personne n'a dit ça. Non mais voilà, heureusement d'ailleurs. Qui détient la vérité? Personne. Exactement, personne. Mais soyons tous humbles pour essayer de construire ensemble. Mais que les gens militent, que les gens s'inscrivent dans des partis politiques. Il y a un éventail politique qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je pense que chacun peut trouver son bonheur en France. Franchement, je ne vois pas trop dans la raquette. Franchement. Honnêtement, je veux dire, pourquoi Macron est arrivé au pouvoir d'après vous, cher ami? Mais moi je trouve parce qu'il le mérite. Mais c'est un point de vue faillite. Exactement. Parce que tous les autres partis politiques ont loupé. Et moi j'ai vu des jeunes qui se sont jamais intéressés à la politique, qui n'ont jamais de leur vie ils s'intéressaient, et qui là. Macron, en arrivant, au départ, en tout cas au moment de la campagne, ce qu'il apportait, c'était ce renouveau, la dynamique qu'il apportait. On se disait, oui, il va y avoir de la diversité. On disait, oui, qu'il va y avoir des jeunes qui vont arriver. Ça sera plus le mâle blanc de 54 ans qui avec son costume et sa cravate, avec le mâle blanc de 50 ans. Mais non, mais j'utilise l'expression de votre ami. Votre ami Macron. Ouais. Voilà. On n'a plus le droit qu'à TV 78, on n'a plus le droit au service public. Alors, c'est très terrible. Et heureusement qu'il y a TV 78. Sinon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une cinquantaine, une soixantaine d'hommes politiques et de femmes politiques aillent passer 15 jours dans les banlieues, qu'ils y dorment, qu'ils y mangent, qu'ils côtoient les gens, qu'ils fassent des choses. Ça fait 15 ans que je leur propose, à chaque fois je les prends à partie sur les plateaux et je leur dis, venez. Enfin, par exemple, on vous protège en plus, personne ne vous fera quoi que ce soit, venez. C'est pas venez, oui, c'est pas venez faire un aller-retour dans la journée. Voilà, c'est ça. Mais le gouvernement en ce moment est rempli de gens d'extraction extrêmement humbles. Je veux dire, le ministre du budget, Darmanin, est fils de femme de ménage. Alors arrêtez de nous dire que l'ascenseur social marche. Arrêtez de dire que personne ne connaît rien. Le ministre du budget est fils de femme de ménage. Alors ça va, quoi. Donc arrêtez un peu avec ce truc. La reproduction sociale est encore plus forte. Non, mais des fois on oublie vite d'où on vient. Quand on est dans ces sphères-là... J'ai pas l'impression que Darmanin ait oublié quoi que ce soit. J'ai pas l'impression que de Normandie ait oublié quoi que ce soit. Je veux dire, ils sont tous, voilà. Arrêtez de penser qu'ils sont tous des nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et de Normandie, c'est quelqu'un, moi en tout cas, que je sens très honnête, et il le dit clairement, la question des quartiers populaires, il ne connaît pas. Et donc, il est à l'écoute. Et ça, je trouve que c'est justement... Il a l'humilité, exactement. Mais par contre, quand vous me dites que ce gouvernement est plein de gens... Mais vous rigolez, vous. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Regardez... Alors, dites-moi quelle diversité il y a dans ce gouvernement actuellement. Alors, dites-moi. Qu'est-ce que c'est la diversité, d'abord? La diversité... Toutes les couches de la société moi, je fais pas partie de la diversité, alors. Est-ce que je fais partie de l'horrible uniformité?
Oui. Donc moi, je suis un horrible. Aussi. Voilà. Oui, donc, et il y a que la diversité, c'est vous. La diversité, c'est vous. Pourquoi ça serait horrible? Mais c'est pas une question d'horrible. Je comprends pas bien. Il y a un constat. Cette notion de diversité. Moi, j'ai pas le droit de parler. J'en fais pas partie. La diversité, c'est comment est composée la société française. Et donc, on n'en fait pas partie. Alors, en quoi le gouvernement? Il faudrait quoi? Qu'est-ce qu'il faut rajouter au gouvernement? Il faut qu'il y ait des gens qui aient d'autres profils. Oui, je suis désolé. Il faut que toutes les composantes de la France. Il faut que ça soit l'image de la France. Exactement. Ah bon, alors, Nicolas Sarkozy. Avec des quotas, par exemple. On pouvait lui reprocher. Mais on a essayé. Mais non. Pas des quotas. Alors, parce que. Mais non, mais Jean-Charles. Déjà, une pincée de noir, une pincée de jaune. On a réussi sur la parité, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Non, c'est vrai. Sur la parité au gouvernement, on a réussi. Mais sauf qu'il a fallu des quotas. Oui. Il a fallu qu'ils mettent des quotas. Alors, cela dit, des quotas partout. Sauf sur les questions de diversité. Cela dit, c'est peut-être la solution. Parce que ça oblige au moins les évoluer. Ça va être bien. Moi, j'ai été opposé à ça pendant très longtemps. Moi aussi. J'estime que la République, mais c'est peut-être le seul moyen. Mais c'est peut-être aujourd'hui le seul moyen, effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça que les entreprises sont obligées d'avoir des pourcentages, elles doivent rendre des comptes. Absolument. Et ça, c'est des contraintes, mais finalement, ça se passe plutôt pas mal. Enfin, ça dépend où. Mais... Alors, vous disiez qu'il y avait beaucoup de jeunes comme ça qui avaient soutenu Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, et là il y a beaucoup de gens qui ne le soutiennent plus, et notamment le 5 décembre, il va y avoir cette grande grève, c'est le débat. Le 5 décembre, qu'est-ce qui va se passer ? Événement. Non, c'était l'événement avant les banlieues. Maintenant, on va parler du débat, c'est-à-dire le mouvement du 5 décembre. Florence Percadet, vous connaissez bien les rapports sociaux. Au fond, vous pensez que ça va être une grosse grève, une grande grève Oui, je pense que ça va être dur. Je ne sais pas ce que le gouvernement va faire d'ici le 5 décembre. Je ne suis pas certaine. C'est pas ça le problème, c'est qu'on est dans un flou artistique compliqué et complet. Mais comme vous disiez, on est dans l'avant, on va marcher. Oui, on va marcher, beaucoup. Mois de décembre, je pense. Mais oui, je pense que ça va s'étaler sur l'ensemble du mois. Je pense que ça va pas. Oui, ça va s'étaler. Mais en ce moment, c'est extrêmement surprenant. On ne sait pas en même temps, parce que c'est quand même une grève du service public. Oui. Les chefs d'entreprise ont l'air de dire que dans le privé, c'est plutôt calme. Oui, mais enfin, le 5 décembre, il y a le nombre de personnes. Le nombre de personnes qui sont dans la rue, il y a à peu près toutes les catégories de métiers qui vont être dans la rue. Ne serait-ce que de parler de mon métier, on a réussi à faire reculer, alors pas sur le thème de la retraite, mais avocats. Ils ont prévu une réforme des tribunaux extrêmement importante. Il n'y a pas de décret d'application. On ne sait pas devant qui on va devoir se présenter au 1er janvier, et c'est un truc d'amateurisme incroyable. Et il n'y a absolument pas eu de concertation, ni avec les magistrats, ni avec les avocats. Et c'est ça, quand vous disiez qu'ils sont un peu hors sol, c'est un peu le cas. On ne sait pas sur l'âge de la retraite. Alors là, du coup, on les a fait reculer. La loi s'appliquera qu'au 1er septembre, parce qu'ils ont réalisé qu'on n'a pas les outils pour faire fonctionner les tribunaux au 1er janvier. Le 1er janvier, c'est demain, quoi. Et donc, c'est un peu la même chose pour la retraite, c'est la même chose pour la justice. Et c'est quand même surprenant qu'on parte, on avance, on fait 3 pas en arrière, on dit mais on ira jusqu'au bout, mais en même temps ce sera applicable, peut-être que alors à un moment on disait il n'y a pas de problème financier, là il y a un rapport qui montre qu'il y a un problème financier, c'est vrai que c'est un sujet compliqué, c'est pour ça que généralement les gouvernements n'y touchent pas d'ailleurs. Oui. Non, et puis là c'est pour ça qu'on est là où on en est aussi. Oui, et puis cette réforme-là fait qu'il y a énormément de Français qui vont y perdre dans cette réforme. Oui, donc alors est-ce que le principe puisque c'est ça, au fond, le principe, ils disent on va égaliser tout ça. Donc quand vous égalisez, il y a des gagnants et il y a des perdants, hein. Forcément. Est-ce que c'est le bon critère, le critère d'égalité? Est-ce que c'est le critère de justice, c'est-à-dire de savoir, il y a des régimes spéciaux, il y en a qui sont sans doute injustes, il y en a d'autres qui sont peut-être justes. Est-ce que c'était pas ça un critère qui était plus intelligent que celui de l'égalité, de regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pourquoi il y a des régimes spéciaux, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui légitimes ou pas? Je sais pas, moi je reprends l'exemple cher à notre Premier ministre qui dit est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi un chauffeur de bus à Marseille prend sa retraite à 60 ou 62 ans et pourquoi un chauffeur de bus à Paris prend sa retraite à 55 ans? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Il y a autant de quartiers difficiles à Marseille qu'à Paris, c'est le même bus, il n'est pas peint de la même façon, ok, très bien, il y a les mêmes incivilités, etc. Alors pourquoi? Non mais je veux dire, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Oui, mais regardez un instituteur. Il est mal payé toute sa vie, mais il choisit peut-être d'être instituteur parce qu'il sait qu'il va avoir des conditions de retraite un peu plus favorables. J'étais persuadé que les enseignants, c'était par vocation pour s'occuper des enfants. Il y a une vocation. Si c'est la retraite qui les motive. La vocation auprès où on est payé. Voilà. Mais là, c'est une compensation qui est faite. C'est une compensation qui est peut-être pas si injuste que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait pas examiner régime par régime ceux qui sont... Quel comité Théodule va nous dire alors bah oui, Rost il est rappeur, alors lui métier difficile, etc. il se fait injurier dans ses concerts, ça va pas, alors un métier difficile, retraite à 45 ans. Ok, très bien. On va dire animateur à la télévision, là c'est pas difficile, mais vous pouvez rester jusqu'à 80. Mais c'est ridicule. C'est évident. Mais c'est grotesque. Vous mélangez un peu tout là. Non, il y a la pénibilité du boulot. Ok, mais c'est tout. La pénibilité du boulot et c'est tout à fait. Il y a des boulots où les gens sont ravis de travailler à 75 ans. La pénibilité, elle est reconnue et par ce projet de réforme. Cette réforme de la retraite, avec cette communication illisible, oui, où on ne sait pas, parce qu'il ne faut surtout pas donner l'âge, 62, 65, surtout pas, parce que sinon on n'ose pas. François Mitterrand a été élu en 81 avec le Parti communiste de Georges Marchais sous Brejnev en disant on met la retraite à 60 ans parce qu'elle était à 65 ans. Ça a changé depuis François Mitterrand. Il y a peut-être des choses à dire. Bon, mais ce que je trouve fou dans cette réforme de la retraite, c'est qu'on a l'impression que le seul but de la vie, c'est la retraite. C'est-à-dire que la retraite, c'est la rente. Alors on va tous être rentiers. Mais non. Il y en a qui ont envie d'exercer leur profession jusqu'à la fin de leur vie. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde du travail est partagé en deux, c'est-à-dire ceux qui ont un boulot et ceux qui exercent un métier. Ceux qui ont un boulot, alors c'est des gens dans les bureaux, alors pour eux, il leur faudrait une rente. Il faudrait que ça s'arrête le plus vite possible, parce que le labeur est trop pénible, est trop fatigant. Et puis on il y a des métiers pénibles. Il y a des métiers pénibles. Bon, ça, il faut les considérer. Et puis il y a ceux qui exercent un métier, les enseignants par vocation. Parce qu'ils aiment les enfants, les gens de la culture, les médecins, les avocats, les gens de justice, tous ces gens qui exercent une profession. On leur parle aujourd'hui de la retraite en disant « Bon, ça va pas durer trop longtemps, tu travailles le moins possible parce que le but du jeu, c'est la rente. » Vous pensez que c'est un projet de société de dire qu'on va finir rentier? Moi, je suis désolé. On va commencer par, dans l'éducation, donner le goût du travail, le goût d'exercer un emploi, le goût de se spécialiser et de faire un travail qui soit utile aux autres et gratifiant. Oui, et c'est ça le truc. Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est vrai qu'on a vu des lycéens se mobiliser sur la retraite. Quelle société proposons-nous, justement, de dire c'est la rente? Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème de valorisation du travail. Oui. Mais en même temps, on est en train de dire partout, il faut faire plus avec moins. Oui. Donc il y a un vrai problème aussi, parce qu'il y a une espèce de pressurisation, il y a un gros... Bon, moi qui fais du droit du travail, je peux vous dire que là, j'ai des dossiers en ce moment où les gens, ils partent en vrille. Bien sûr. Et il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de gens de burn-out. Et donc, il faut se poser ces questions-là. Je pense que si on était... un peu plus prendre le temps, comme vous disiez, d'avoir des moments où on est calme, on n'a pas 150 mails qui arrivent. Repensons le travail au lieu de penser la retraite. Exactement. Oui, repensons le travail. Mais reconnaissez que les gens qui ont travaillé et qui pensent pouvoir s'arrêter et gagner normalement leur vie, bien sûr, ils sont un peu inquiets si on leur dit non, peut-être que vous n'allez rien toucher. Ils ne savent pas. Cette réforme est anxiogène. C'est normal que ça. Le 5 décembre, les gens sont inquiets. Alors le gouvernement parle du mur du 5 décembre, et alors les journalistes, pardon de le dire, les éditorialistes, pardon de le dire, montent tout ça, montent la mayonnaise, parce qu'il faut dramatiser ce 5 décembre. C'est parce que personne ne sait ce qui va se passer. C'est ça le problème. C'est ça la vraie réalité. C'est-à-dire que tout le monde parle. Il n'y a pas de lisibilité. Mais commençons par... Il n'y a pas de lisibilité dans le projet, il n'y a pas de lisibilité dans la force de la Et en même temps, on nous renvoie à une période de notre vie. On va tous finir à l'EHPAD. Alors on est en train de nous dire, on est en train de préparer notre vieillesse. Et puis vous savez, ça va être de plus en plus long, parce qu'on vit de plus en plus dur. Et la torture va être mais c'est terrible. Alors qu'on vit mieux plus longtemps. Mais des fois, on a une partie de sa vie qui est beaucoup plus importante après, quand on prend sa retraite, que le temps de travail. Une jeune fille, l'autre jour, me parle de la retraite. Et je lui dis, et elle me dit, une jeune fille, c'est ça.
on n'aura pas de retraite. Bon. Et elle me dit, je rêve d'être à la retraite tôt. Et je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire à la retraite? Ah ben je vais voyager. Je dis, mais vous n'êtes pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez, vous pouvez dire, tiens, je vais poser 10 jours de vacances au moment de Noël parce que je vais voyager. Je suis en forme, j'ai du pouvoir d'achat, j'ai souvent un 13e mois. Et ben ça va me permettre de voyager et de vivre. Et c'est normal d'avoir un travail qui nous permette de vivre. On ne va pas attendre d'être rentier, sans dents, pour parler comme l'autre, sans dents et avec des prothèses pour pouvoir voyager, ça veut rien dire. Il faut peut-être prendre la retraite quand on est jeune. C'est ça. Voilà, il faut prendre la retraite quand on est jeune et puis ensuite commencer à travailler. Moi j'étais pour qu'on ait 5 ans, entre 20 et 25 ans, pour profiter avec de l'argent, et puis après on travaille jusqu'à... Non, mais cela dit, il y en a qui changent d'avis, parce qu'une ministre que vous aimez bien, une ancienne ministre, Martine Aubry, qui luttait bec et ongle pour prendre la retraite en disant les 35 heures plus la retraite, en disant c'est scandaleux, à 69 ans, elle se représente pour 6 ans. Alors elle, la retraite, je veux dire, c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour elle. Faudra qu'on m'explique. Jean-Claude Godin. Faudra qu'on m'explique. C'est une vocation. Les jeunes, enfin une grande partie des jeunes, il y a peut-être des jeunes qui pensent à la retraite, mais moi j'en connais pas, mais une grande partie des jeunes, eux, voient les choses différemment. Ils disent, moi, faire de l'argent, ça m'intéresse pas, ce que je veux, c'est avoir un métier dans lequel je crois, qui ait des valeurs qui correspondent à mon état d'esprit, quitte à changer... Et Greta compatible. Voilà, parfait. Bon, j'ai un fils qui était responsable logistique et là, qui va sortir un album de rap au mois de janvier. Génial. Un concurrent pour rap. Ils vont travailler ensemble. Juste sur la question de la retraite. En fait, le truc qui se passe, c'est que les gens sont conscients d'une chose, c'est l'enfumage qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on va tout droit vers la retraite par capitalisation et qui rend service aux amis du président de la République. Voilà. Ils vont faire du business. Mais bien sûr que si. Mais évidemment. Mais exactement. Mais pourquoi pas il part d'ailleurs pour les gens les plus aisés? Que les gens choisissent de le faire, c'est une chose. Mais on a un système. Non, sauf qu'il y a une solidarité quand même. Justement, on a un système en France qui est solidaire. Et ces lieux communs ne sont pas dignes de vous. C'est les amis du président. Mais c'est ridicule. Mais les gens le comprennent. Discutez avec le peuple, monsieur. Sortez de votre quartier. On dirait une parole de gilet jaune. Gilet jaune, c'est pas un gilet noir, c'est un gilet jaune que vous devriez avoir. Les amis du président. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Débat d'arrière-garde, comme le débat d'arrière-garde que l'on entend à la SNCF. À la SNCF, le gouvernement a sauvé cette entreprise avec la réforme de l'an dernier et en reprenant, il n'était pas obligé, la dette de 35 milliards d'euros pour que la SNCF puisse bien repartir sur ses pieds et sur ses rails. Attends, il faut réformer la SNCF. Ça y est, c'est parce que le monde a changé. Mais oui, alors justement, c'est ce qu'il faut leur dire. Expliquez ça au cheminot. À l'hôpital a 33 milliards de dettes. Il en a pris 10. On n'a pas pu payer cette dette, mais on a payé les 35 milliards de la SNCF l'an dernier. Bon, on peut pas tout faire. L'hôpital, c'est quand même la chose la plus urgente. Je trouve honteux que les agents de la SNCF, avec le cadeau que nous leur avons fait avec nos impôts, je trouve honteux qu'ils redescendent dans la rue le 5 décembre et qui bloquent le pays alors qu'on leur a fait une réforme qui était quand même particulièrement soignée l'an dernier. Quelqu'un qui ne sera pas dans la rue, enfin vous serez dans la rue le 5 décembre, mais pas volontairement. Non, pour aller chercher le... On va passer à un autre sujet qui est l'éclairage, c'est les violences faites aux femmes, parce que c'est un sujet très important. Oui, c'est vrai que la société n'est pas drôle, au fond. Hein. On est en train de penser ça, et la grève... Et qu'il y en a un petit coup dans l'œil. Alors, sur les femmes battues, il y a des trucs. Là, il y a du gras. Allez-y. Vous avez vu les 30 mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre à la suite du Grenelle. C'est formidable. Vous les avez lus? Oui, quelques-unes. Bon. Alors, ce sont des mesures qui ressemblent aux normes, vous savez, qu'on crée dans le bâtiment. On fait des normes, et alors ça crée de l'emploi, ça va créer des fonctionnaires. Alors, on fait, je lis, un module de formation à destination des personnels de l'éducation, un document unique et un guide réflexe à destination des personnels des établissements. Ensuite, des outils à destination des professionnels de santé. On ne parle pas des femmes, là, pour le moment. Ensuite, création de 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux. Instauration d'un parcours de formation
pour les policiers et les gendarmes. Financer des structures. C'est pas si mal tout ça. C'est plutôt bien, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui, je comprends. Parce que jusqu'à présent, c'est que la parole n'était pas entendue. C'est bien ça le problème. Et dont les femmes, on parle des femmes battues. Donc il faut les aider. Mais ça sert à ça. Mais pour les aider, on n'a pas besoin d'avoir un module de formation, un document unique, des outils à destination. Et la mesure 30, c'est un grand poème ça, la mesure 30. Lancer une formation en ligne certifiante pour faire monter en compétences massivement les différents professionnels qui interviennent, notamment dans les établissements des services médico-sociaux. Je vous la refais. Non, mais c'est facile. Honnêtement, vous vous moquez de choses qui sont assez fortes et assez bonnes, non? Mais on est dans une société en fait. La question de l'éducation, aujourd'hui, il y a un problème d'éducation et qu'il faut reprendre à la base. Oui, absolument. Et justement, ces mesures font partie de ça. Les femmes, quand vous les entendez, celles qui vont porter plainte, des fois, elles vous racontent le périple que c'est. C'est très compliqué. Et la manière dont elles se sentent humiliées une fois de plus quand elles arrivent devant les policiers qui leur posent certaines questions et la manière dont elles sont suspectes d'ailleurs des fois quand elles arrivent pour porter plainte. Donc elles ont du mal à le faire. Et les policiers ne sont pas formés. Personne n'est formé d'ailleurs à ça. Il y a des femmes. Donc, mais peu importe, c'est pas une question. Mais alors, c'est pas. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a des femmes que ça. Mais non, mais c'est juste du bon sens. Non, c'est exactement le même problème que pour les femmes qui arrivent dans un commissariat pour dénoncer un viol. Je veux dire, elles arrivent devant une partie de. Pendant longtemps, c'était un petit peu cherché quand même. Qui ne sont pas formés. Et là, c'est un peu pareil. Vous avez vu cette tenue, vous avez vu ce truc-là. Donc, il faut arrêter. C'est ça qui est frappant. Pardon, le mot est idiot d'ailleurs. Enfin, mais. Oui. Non, mais ce qui est marquant, c'est qu'en effet, ce qu'on voit bien, c'est que c'est la difficulté de ces femmes à sortir du milieu familial dans lequel elles sont battues, que leur parole n'est pas entendue. C'est ça la vraie question. Après, pour une fois, moi je vais être d'accord avec Rost, c'est vrai que... vous voyez qu'on y arrive. On y arrive. Quand vous n'êtes pas de mauvaise foi. Tout dépend à la base de l'éducation, bien évidemment. Il faut qu'on éduque. C'est ça qui me fascine quand même, c'est comment en 2020, pratiquement, il y a encore ça, et avec, je ne sais pas combien... Parce que l'enfant reproduit ce qu'il voit de ses parents. C'est mais c'est aussi parce que... C'est quand même étonnant, quoi. On est quand même dans une société un peu évoluée, quoi. Nous sommes dans une société où une femme ne gagne pas autant qu'un homme. Ça a l'air anecdotique, mais c'est hyper important. Comment est-ce qu'on peut construire une éducation et des enfants à qui on va dire le garçon, c'est depuis qu'il est tout petit que de toute façon sa sœur, elle va être moins bien payée, on trouve ça normal. Donc après, entre elle est moins bien payée, de toute façon on peut la bousculer un peu, peut-être. Je veux dire, et domination, soumission. C'est un véritable problème. Ça c'est très grave. La femme est l'égale de l'homme, elle doit être payée pareil, et il y aura moins de femmes battues. Dans ces problèmes de violence, il y a non seulement des violences physiques, mais des violences morales, avec où le mari prend la carte bancaire, l'échiquier, elle a rien pour pouvoir faire de... C'est incroyable, ce sont des femmes qui travaillent. Des femmes qui travaillent. D'où le scandale d'ailleurs, quand elle dit... Quand on est au SMIC, on divorce pas. Tout le scandale qu'il y avait eu autour de cette phrase, c'est juste scandaleux. Quoi. À notre époque, on parle beaucoup des féminicides, et on a raison de le faire, mais il ne faut pas que ça cache non plus tout un tas de situations qui, heureusement, ne vont pas jusqu'à la mort des femmes, mais qui sont des situations extrêmement pénibles à vivre pour elles. Et ce que vous dites, par exemple, le mari qui s'empare du carnet de chèques, du salaire, etc. Mais ça veut dire qu'à l'école, dès la maternelle, il faut que le chef d'établissement soit extrêmement sévère sur les comportements des enfants, mais dès l'âge de 4 ans, on ne tape pas une fille. On ne tape pas tout court. Et on ne tape pas tout court. Les petits garçons, vous savez comment c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que dès le plus jeune âge... La violence, après, elle est générale. Quand on commence à taper, alors ensuite, la violence, on l'a sur les écrans maintenant. Et il faut voir aussi ce que l'on peut faire. Les enfants se partagent des... Si vous regardez toutes les séries, c'est terrible. Comme ça, c'est quand même de la violence qui est... Mais c'est terrible. Les jeux vidéo. C'est un peu un faux truc parce qu'il y a un effet cathartique évident. Je veux dire, quand on regardait les films de karaté avec Bruce Lee, ça apaisait, tout le monde n'allait pas casser la gueule des gens à coups de nunchaku. Donc arrêtons avec ça. Dans les 30 mesures, on a parlé. Il y a qu'une demi-phrase sur l'alcoolisme
qui touche quand même 40% des problèmes conjugaux et des violences conjugales. Juste 40%, juste pour dire il faudra faire attention à l'alcool. Non, il y a un vrai travail de prévention à faire. Et alors, il y a une mesure qui m'interpelle sur le plan pénal, donc là c'est un peu la juriste qui parle, sur le suicide forcé. Introduire le suicide forcé dans le code pénal. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que le suicide forcé sur le plan pénal. Parce qu'il y a un élément matériel, mais non, ça n'existe pas. Soit on tue quelqu'un... Pardon, il nous reste 1 minute 40. Je voulais juste qu'on dise un mot du Black Friday, puisque c'est la polémique. Non, mais vous avez vu comment la France est divisée. Hein. Il y a ceux qui disent c'est une aberration, ceux qui disent attendez, vous êtes plein que le commerce ne marche pas à cause des gilets jaunes. Au moins, ils vont marcher ce coup-ci. L'augmentation du pouvoir d'achat, c'est pour dépenser. Sinon, ça sert à rien d'avoir du pouvoir d'achat si on ne veut pas dépenser. Et si, pour ou contre le Black Friday pour, quitte à dépenser. Si vous devez vous acheter une télévision, essayez de l'acheter le jour où elle coûte moins cher. Ça me paraît logique. C'est une augmentation du pouvoir d'achat, pas parce qu'on a son pouvoir d'achat personnel qui augmente avec une augmentation de salaire, c'est juste parce que c'est 30%, 50%. Mais c'est bien. Mais tant mieux. Oui, c'est comme les soldes. C'est comme les soldes. C'est pas parce que c'est Black ou c'est Friday que c'est pas bien, c'est parce que ça vient des États-Unis. Mais c'est des soldes. Black Friday, c'est quand même le vendredi noir, c'est le début de la crise de 29. Non, non, c'était un jeudi. C'est pas ça. C'est arrivé en 1951. C'est dans un article en 1951 aux États-Unis où ils ont parlé de Black Friday parce que les policiers étaient fatigués de devoir travailler ce jour-là en plus et il y avait énormément de monde, donc c'était très noir dans les rues. Et c'est pour ça qu'on a dit Black Friday en 1951. Pardon ? Vous êtes pour ou contre ? Moi, je trouve ça formidable parce que c'est le début des cadeaux de Noël. Et on se dit mais ça. Vous étiez contre en début d'émission, maintenant vous êtes. Vous évoluez. C'est à l'image de notre société d'aujourd'hui, une société de consommation à outrance et on prend, on jette. On ne va pas acheter 2 ordinateurs parce qu'ils sont moins chers. On achète un ordinateur, on attend le Black Friday pour l'acheter. Voilà, c'est très bien. Enfin, vous allez aimer le Black Friday, mais vous allez adorer le Black Thursday de la semaine prochaine. De toute façon, le truc génial, c'est que le Black Friday dure à peu près 10 jours maintenant. Donc, merci à tous les quatre. Je signale Jean-Charles, banlieue Est, de Jean-Baptiste Ferrero, qui est un polar qui se passe en banlieue. Qui se passe en banlieue et qui est une banlieue qui plairait à Ross parce qu'avec toutes ces contradictions, avec des caïds, avec des religieux, avec des gens qui luttent, avec des associations, avec tout le monde. Et c'est vraiment un monde magnifiquement décrit et avec dureté, mais aussi avec un peu d'humour. Très beau livre. Absolument. Voilà. Malgré toi. Merci beaucoup Ross, merci beaucoup Christophe Maury, Laurence Mercadet et Jean-Charles Lajonie. À très vite pour un nouveau PAF.